Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Constance Joly, qui vient de faire paraître son deuxième livre, Over the Rainbow, aux éditions Flammarion. J'ai lu ce livre pendant les vacances de Noël, presque d'une traite. Car ce livre est une adresse puissante de Constance Joly à un père qui n'est plus. À un père qui s'est peu à peu laissé aller à être lui-même, à aimer les hommes. Et puis à ce père, cet adulte flamboyant qui est mort du sida dans les années 90. Au centre de tout ça, Constance Joly, qui nous plonge à la fois dans l'atmosphère d'une France bouillonnante qui découvre l'épidémie, mais aussi dans ce qu'on peut ressentir lorsqu'on vit dans le silence. Un chant d'amour, avant tout, qui ne nous dit rien d'autre que d'être soi, c'est peut-être la pierre la plus importante lorsqu'on veut se construire. Alors avec Constance Joly, on a parlé de cette époque qu'elle brosse avec finesse, de la voix pudique d'une fille qui raconte son père, ou encore de la force de la fiction, qu'elle considère comme son super pouvoir dans la vie de tous les jours. Bonne écoute. Bonjour Constance. Bonjour. Comment parler de ce livre ? Dès que je l'ai terminé, pendant les vacances de Noël, j'ai instinctivement eu envie de vous recevoir, parce que cette histoire, c'est la vôtre, d'accord, mais c'est aussi un fabuleux témoignage d'une fille, d'une relation d'une fille avec son père, et aussi d'une époque. Et j'avais envie de commencer par ça, par cette époque qui paraît si loin et qui pourtant, il n'est pas tant que ça. Ce père dont il est question, votre père, est l'un des premiers à mourir du sida dans les années 90, au début des années 90. C'est ça. Et qu'est-ce que ce livre nous dit de l'épidémie à l'époque ? Quelle période c'était ? J'ai presque envie de dire historiquement, pour planter un peu le décor. Alors, comme je le dis dans le livre, j'ai mis longtemps à me documenter aussi sur le sida, sur l'épidémie. Donc, je ne suis pas absolument spécialiste, mais c'est une époque où la maladie tue en majorité. Alors, c'est une époque contrastée parce que d'un côté, ça crie. Et tant mieux. Et il y a ACT UP qui fait des comment on appelle ça, des événements assez spectaculaires. Et puis dans l'ombre, il y a les malanes qui, pour la plupart, ont honte. C'est une époque où Jean-Marie Le Pen parle du sidaïque, qui est une espèce de lépreux. C'est une époque où on meurt en masse, hein, où c'est comme une guerre, hein, où ça tombe. C'est comme des lignes qui tombent les unes après les autres, dômes. Voilà, c'est un Paris... Enfin, un Paris, parce que c'est ma réalité parisienne. Enfin, c'est une France qui est décimée. Bien sûr, c'est votre livre avant tout. Ouais. Voilà, donc c'est une époque... de ce côté-là de la Méditerranée, parce que de la Méditerranée, n'importe quoi, du monde, c'est une époque de ce côté-là du monde qui est en pleine souffrance, quoi. Voilà. Et comment ce qu'on appelle aujourd'hui un coming out se fait chez votre père à l'époque ? Dans quelle forme de sentiment, dans quel état d'esprit ? Il n'y a pas eu vraiment de coming out. Ouais, je sais pas comment... Ouais, non, il y a eu un parcours de résignation, enfin où mon père finalement a joué la partition de bon fils qui lui était selon lui dévolue, donc il s'est marié et puis tant mieux pour moi, je suis née, et puis à un moment donné ça l'a rattrapé. Finalement, l'envie d'être soi-même. Peut-être grâce à un garçon qui s'appelle Ivan. Alors ouais, mais avant ça, sans doute grâce à des rencontres un peu fortuites. C'était les lieux de drague de nuit. Je sais qu'il les a fréquentés. Je l'imagine dans le roman d'une manière qui n'est peut-être pas celle qu'il a vécue, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des... Voilà, c'est un roman. Je sais qu'il y a eu des rencontres, donc il y a eu progressivement une acceptation de son identité sexuelle, de son homosexualité, sans coming out vraiment fracassant. Sans événement. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas eu de parole. Ouais. Il y a eu beaucoup de silence. Je crois que ma mère a compris. Elle a compris grâce à des signaux dont je parle dans le roman. Et moi, j'ai compris toute seule.
sans qu'on m'explique. Donc il n'y a pas eu vraiment un moment donné où mon père a dit voilà, j'aime un homme et je pars pour un homme. Il n'était pas dans un état d'esprit de... Non, à la fois il était, je pense, il a vécu avec la fierté d'être enfin lui-même, etc. Mais en même temps, face à sa famille, à nous, à sa femme, à sa fille, il a rien dit. Est-ce que ce père, ou peut-être plutôt la mort de ce père, a changé quelque chose dans votre rapport à la famille, vous ? Rien du tout. Rien du tout ? Non, rien du tout. Dans peut-être votre conception de la famille ? Pour moi, une famille, c'est des gens qui élèvent un enfant. Alors, qui élèvent un enfant. La famille telle que je la connaissais, elle n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que il y avait mon père et ma mère, puis après il y avait mon père et Yvan. Et j'ai vécu avec eux comme à l'abri d'une famille normale. Donc ma conception de la famille, elle est restée dans un espèce d'équilibre où il y avait 2 adultes pour une enfant. Et tout allait bien. Et tout allait bien. Tout allait bien. Après, j'étais une enfant du divorce. C'était plutôt ça. Mais c'est comme tous les enfants du divorce. La famille, elle est brisée. Il y a une espèce de chagrin de devoir voguer d'un appartement à un autre. Mais ça n'a pas changé la donne, le fait que le compagnon de mon père soit un compagnon et pas une compagne. Oui, ça, c'était pas un sujet. Non, ça n'a rien changé. Il vous a transmis des valeurs, votre père, que vous gardez encore aujourd'hui, évidemment. C'est difficile à dire de mon point de vue, mais je pense qu'il m'a transmis une forme de joie à être soi-même, enfin de joie, d'humour. C'est pas mal déjà la joie. Ouais. Je crois que c'est ça. Après, je voudrais pas le déifier parce que je pense que on a tendance, quand quelqu'un meurt, à le porter au pinacle. Et puis, moi, je vois aussi ce que cette histoire a fabriqué de dégâts. C'est comme une bombe quand même. Moi, j'ai vu ma mère à terre, donc j'avais un parent très très heureux, un parent très très malheureux. Mais il m'a transmis quand même effectivement l'idée que on peut pas reculer devant ce qui nous appelle, quoi. Il faut avoir le courage d'être soi, voilà. Ouais. Alors le livre, il est dédié à votre mère. Est-ce que c'est trop impudique, et on n'est pas là pour ça, de vous demander pour quelle raison ? Ouais, c'est pas du tout impudique. C'est une bonne question. Je pense que ma mère, j'ai recueilli au début de l'écriture du livre ses souvenirs à elle. Et elle l'a lu de façon un peu difficile. Enfin, c'était assez impactant pour elle. J'imagine, ouais. Et je trouve que c'est une forme de cadeau qu'elle m'a fait de me laisser parler de cette histoire où elle est un personnage. Vous attendiez nécessairement son autorisation ? Oui. Enfin, son autorisation... Si j'avais écrit des choses qui la mettaient en difficulté, je les aurais modifiées, mais voilà. Je pense qu'elle... elle m'a... Je lui dédie ça parce que c'est son histoire, c'est une histoire au travers duquel elle a beaucoup souffert, et je pense aussi qu'elle a un lien très fort à mon père, même encore aujourd'hui, et je pense que voilà, c'était une façon de lui offrir ça à elle, cette histoire, qui est son histoire. Alors, tous les retours, je vous avais même pas fait le mien, mais je le partage naturellement ici, tous les retours que j'ai lus, que j'ai vus, que j'ai entendus, parlent de ce livre comme d'un frisson, comme d'un livre poignant, comme d'un livre viscéral. C'est très bien, oui. Ouais. Mais finalement, il est écrit sur quel... il a été écrit sur quel sentiment, ce livre, de votre côté ? C'est un livre que je transporte depuis un certain temps. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Il précédait le premier roman, en fait. Vous l'aviez écrit avant ? Ouais, j'avais écrit une bonne partie. Le matin est un tigre. C'est ça, Le matin est un tigre, qui était mon premier roman. Du coup, j'ai mis du temps à... En fait, je pensais que c'était une histoire
qui allait me faire beaucoup de mal. J'avais peur de l'écrire. J'avais peur qu'elle me replonge dans une mélancolie. Et puis, donc j'ai attendu d'avoir la force. Et je pense que ce premier roman m'a donné la force. C'est-à-dire, je me suis dit déjà que j'arrivais à terminer une histoire, ce qui n'était pas du tout gagné pour moi. Je ne pensais pas arriver à écrire un jour. Puis je n'avais pas forcément non plus cette envie, même si j'ai écrit l'histoire de mon père assez tôt, après sa mort, quelques scènes. Et je l'ai écrit dans un souci de m'approprier, de justesse, en fait, d'arriver à être juste. Donc ça veut dire mettre aussi l'histoire de côté, l'émotion de côté un peu, s'y reconnecter aussi, mais c'est peut-être pas clair ce que je dis. Si. Je l'ai écrit en travaillant, en fait. Pour que ce soit pas, pour que ce soit pas un pudique, il fallait transformer ça par la littérature. J'ai essayé de travailler cette voie. Donc j'ai essayé plein de trucs, etc. Et puis, de temps en temps, j'étais saisie par des images, évidemment, des rêves. Tout ça était irrigué de beaucoup d'émotions, mais pendant que j'écrivais, j'avais le souci d'être juste, surtout. Avec un peu de fiction, malgré tout. Nécessairement. Enfin, il y a tout un pan du roman où j'étais par définition pas là. Voilà, par essence. Donc, du coup, je reconstruis. Puis je pense que nos souvenirs, ils sont reconstruits aussi. Dans nos souvenirs, on a choisi il y a des gros plans, on pose la caméra ici et pas là. C'est une reconstruction déjà, c'est comme un film qu'on se projette. Donc, je pense que c'est déjà de la fiction, nos souvenirs. C'était quoi la bonne distance entre cette... C'était la voie narrative. C'était de trouver cette adresse en tu, qui est un hommage, en fait, pour moi, à Un homme qui dort de Pérec, que j'aime énormément. Qui est mon livre préféré. Ah ouais. Pérec, c'était un ami de mon père, en fait. Il lui a dédicacé Un homme qui dort. Et j'ai déjà travaillé sur cette histoire dans un roman graphique que j'ai fait, qui s'appelle La Belle Absente. Et ce tu, il m'a beaucoup habité comme ça. Et je me suis... Voilà, en trouvant cette adresse-là, j'ai trouvé un canal qui me semblait juste. Et puis, ma mère, je l'ai écrit à la 3e personne. Ça aussi, je la vois de l'extérieur. Parce qu'elle est toujours vivante et que pour moi c'était une manière de la mettre à la fois qu'elle soit présente mais un peu à l'arrière-plan. Et puis voilà, donc la justesse c'était ça, et c'était de se tenir à une lisière de l'émotion qui soit pas insupportablement pathos, un truc que j'aimerais bien lire, quoi. Aussi. Voilà, on est mauvais juge pour se dire qu'on est impudique ou pudique, mais disons que voilà, je voulais pas du tout aller dans... Déjà, c'était un homme, lui, très joyeux, en fait, du coup, même malade d'une certaine manière, donc ça aurait été un contresens de faire un texte larmoyant. Dans le pathos. Ouais. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de ce titre, Over the Rainbow, qui n'est pas qu'inspiré d'une chanson, j'imagine. Il veut dire autre chose. Eh ben, effectivement, il concentre plusieurs des thématiques. Pour moi, le titre, c'est effectivement donc Judy Garland et puis l'amour des comédies musicales qui nous liaient, mon père et moi, même si l'histoire, le Magicien d'Oz n'est pas une comédie musicale, mais c'est le personnage de Judy Garland. Il y avait évidemment le flag, le rainbow flag. De l'homosexualité. Il y avait aussi un tout petit clin d'œil, pour être très honnête, à Fairyland, que j'ai un livre d'Alicia Abbott qui décrit en fait exactement à la même période son enfance, son adolescence auprès d'un père homosexuel à San Francisco, et qui meurt du sida en 1992 alors qu'elle a 23 ans, exactement comme moi. Donc c'était son Fairyland, son pays enchanté, et moi c'est Over the Rainbow, c'est également mon pays enchanté. C'est un pays d'enfance et de nostalgie, c'est aussi un pays de promesses. Au-delà de l'arc-en-ciel, il y a la promesse d'être heureux. Voilà, donc c'était un plein de petites choses qui font que, mis bout à bout... qui était signifiant pour moi,
Ça colle. Ça colle. Bah, merci. Alors, on l'a un peu évoqué, c'est aussi un livre donc sur la jeunesse, celle de votre père, où en toute logique, vous n'étiez pas. Ouais. Alors, vous avez fait des recherches, vous êtes allé voir des amis, des oncles, des tantes, etc. des amis. Ouais. C'était quel genre de travail, ce travail à mi-chemin entre... Là, c'était un travail d'émotion pure, en fait. Et voilà, entre l'exploration un peu intime et, je sais pas, une espèce de travail de romancière, pas documentaire, mais... Voilà, mais effectivement, c'est une question qui m'amène à vous dire effectivement qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu un temps hyper émotionnel où je me suis replongée dans la matière même des souvenirs, c'est-à-dire des films en Super 8, et puis des entretiens que j'ai menés avec certains de ses amis, son frère, ma mère, quelques personnes qui avaient jalonné sa vie sentimentale. Voilà, et tout ça, j'ai recueilli ça avec beaucoup d'émotions. Et puis, on m'a donné aussi une cassette où j'ai pu écouter la voix de mon père, j'avais oublié. Et une voix, c'est vrai que c'est bouleversant. Bah ouais, j'imagine en tout cas. Voilà, donc je ne l'ai pas écouté souvent parce que ça m'a vraiment beaucoup trop saisi, mais le fait de retrouver sa voix, j'ai eu accès directement à quelque chose de lui, de très intime. Donc il y a eu tout ce travail comme ça de fouille avant que... De fouille intime aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, avant le travail d'écriture. D'ailleurs, cette écriture, vous en parliez, vous l'avez un petit peu rédigée de part et d'autre de la vie. Mais vous diriez que ce livre a pris combien de temps pour cheminer en vous et pour finir là, entre nos mains ? Ouais. Alors, du temps, il y a eu tout ce travail comme ça, d'y penser, d'essayer de l'écrire. Donc, je pense que ça fait des années que j'y pense. Et puis, le travail lui-même de l'écriture, ça a duré, je dirais, 1 an. J'avais commencé à écrire des choses, des fragments, c'était très épars, c'était une chronologie très éclatée. Et c'est des courts chapitres, je précise, peut-être que ça a une importance. C'est vrai, c'est des très courts chapitres, un peu comme des fragments. Au début, c'était très éclaté dans une chronologie comme ça, vagabonde. Et puis, j'ai vu que ça marchait pas et ça a mis, 1 année à s'organiser, voilà. De manière... ouais. Vous avez des habitudes d'écriture ? Aucune. Ok. J'en ai pas. Je devrais, mais... non, c'est pas une question qui a impliqué que vous en ayez. Ouais, non, j'en ai pas. J'écris quand j'ai un peu le temps et j'en parle très mal. J'écris assez peu. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Je me demandais aussi comment penser cette part de votre enfance et de fait de votre vie, désormais, qui devient figée dans les mots, qui devient surtout public. Qu'est-ce que ça éveille chez vous, ça ? Cette pensée de se dire que ce que vous venez de raconter, ça sera public et figé. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas vraiment... Moi, ça m'émeut beaucoup de voir cette couverture avec le sourire rayonnant de mon père et puis Oui, dans le bandeau, sur le bandeau, il y a... Ouais, et puis moi, à 8 ans, un peu comme ça, timide, c'est vrai que c'est public, ça reste la photo que j'ai épinglée au-dessus de mon bureau. Vous n'y avez pas pensé au fait que ça serait public? Si, bien nécessairement, mais c'est plutôt une joie en fait de le rendre. C'est comme de faire connaître mon père aux gens, son exemple et son histoire. Du coup, j'ai pas l'impression d'être impudique parce que c'est notre histoire, mais c'est aussi peut-être un chemin dont j'avais besoin de parler pour que les gens se... Je l'ai aussi écrit en réaction je veux dire, il y a encore quand même une homophobie très très forte. Hein, et quand je voyais toutes ces familles défiler, même encore récemment, pour un papa et une maman, etc., je me disais que j'avais besoin d'écrire cette histoire. Donc je suis contente juste de porter cette histoire et le fait que j'ai pas l'impression d'être enfermée parce que j'ai navigué dans les souvenirs
Je les ai reconstruits aussi, c'est un peu de la fiction quand même. Ouais. Du coup, j'en ai gardé aussi beaucoup bien au chaud. Je le souhaite. Voilà, dans ma tête. Ouais. Je cite, « Je vis grâce à l'histoire que tu avais voulu raconter au monde et qui t'avait littéralement laissé sans voix. Je vis grâce à la fiction. » Je me suis demandé, c'est-à-dire, quel est ce pouvoir dont tout le monde parle, fantastique, qu'a la fiction pour vous ? De manière peut-être plus globale. Mais... Ouais. C'est vraiment la fiction. Je crois que c'est ma croyance, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui croient en Dieu et des gens qui se raccrochent à quelque chose. Moi, je crois au pouvoir de la fiction sur nos vies, quoi. Je pense que j'ai été impressionnée quand j'ai lu Sapiens de Harari, en fait, où il dit que finalement, le sapiens, c'est pas l'espèce la plus forte, et si on s'est adapté, c'est grâce au pouvoir de la fiction, au fait de se raconter des histoires, de se projeter. Ouais. Je pense que c'est notre super pouvoir d'humain, et c'est mon super pouvoir dans la vie de tous les jours, en fait, d'arriver à me fabriquer des histoires et de pouvoir arrondir les angles du réel qui sinon me percuteraient et me transperceraient beaucoup trop violemment, que d'arriver à mettre du moelleux dans la vie grâce à la fiction. Je sais pas. Alors moi, je comprends ce que je dis, mais peut-être que en fait, je ne sais pas si ça peut se transmettre. En tout cas, c'est la fiction qui m'aide à vivre. Hein. C'est le fait déjà d'en lire, de lire de la littérature, de la poésie, surtout beaucoup de poésie. Et puis, c'est le fait de se raconter aussi des histoires sur les gens. Ça veut pas dire vivre dans le déni, dans le mensonge, mais c'est aussi parvenir à cheminer, dans une réalité peut-être un petit peu différente, un petit peu décalée, enchantée, je sais pas. Alors c'est votre deuxième roman. Le premier il s'appelait « Le matin est un tigre ». Quels sont précisément ces territoires de fiction que vous pourriez avoir envie d'explorer pour un potentiel troisième que je vous souhaite? Merci. Alors, je pense que je suis assez obsédée par la maladie, si je n'avais pas vu, mais effectivement, il y a un petit quelque chose. C'est-à-dire que dans Le matin est un tigre, je parlais d'une maladie plutôt... J'ai voulu ne pas la nommer, et j'en ai fait une métaphore et même une image, un chardon. D'ailleurs, un chardon ressemble au virus du sida quand on le voit. Il est tout hérissé de piquants. Et par contre, dans Over the Rainbow, j'ai voulu nommer la maladie, une maladie que mon père se refusait à nommer et se refusait à dire. Ça me semblait important au contraire, la nommer. Donc il y a le thème, je pense, de la maladie qui m'intéresse, quoi. Vous travaillez sur quelque chose en ce moment ou pas du tout ? Ouais, mais qui n'a rien à voir avec la maladie. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Parce que je découvre, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, ce dont je parle. En fait, je ne choisis pas de m'attaquer à un thème ou à un sujet. Je le découvre un peu en cours de route, quoi. Donc pour l'instant, c'est loin de ça, mais on ne sait jamais, quoi. Peut-être qu'un chardon poussera chez quelqu'un. Outre la maladie, je pense que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'arriver à l'évocation. En fait, moi, ce qui m'intéresse comme lectrice, c'est arriver à percevoir le monde à travers les yeux d'une sensibilité autre. Ouais. Donc, peu importe ce dont on parle, pour moi, c'est vraiment un travail d'évocation, de langue, d'image. Je pense que j'aurais souhaité être née dans la parfumerie. J'aurais souhaité aussi peindre, des choses auxquelles je me suis essayée ultra maladroitement. Okay. Et finalement, du coup, le fait d'écrire, ça me permet d'être à la fois née, peintre, etc. Donc, de faire jouer les sens, en fait. Tous les sens, en fait. Okay. C'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. C'est d'évoquer vraiment le monde en plusieurs dimensions sensuelles. Et vous avez des inspirations d'écriture à travers d'autres écrivains, mais sans arrêt. Oui. Beaucoup. J'aime énormément lire les autres, quoi, et ça m'inspire sans arrêt. Parfois, ça m'intimide et parfois, ça me paralyse.
Quand j'ai lu Fairyland dont je parlais, je me suis dit ok, ça a déjà été raconté ultra bien, c'est même pas la peine. Alors que peut-être que si. Disons que c'est une autre réalité c'est ça. que San Francisco à la même époque, Paris. Voilà, donc non, mais en dehors de ça, je lis avec passion beaucoup de gens, je crois, très différents. D'auteurs clés. D'auteurs clés, si, il y en a plein, mais il faudrait que j'en cite, c'est ça que vous voulez me dire ? Non, si vous n'avez pas envie d'en citer, vous n'en citez pas. Il y a Jean Giono, dont je suis une admiratrice inconditionnelle, et puis plus près de nous, il y a des gens comme tellement. J'aime beaucoup l'écrivain japonaise Ryoko Sekiguchi, que je cite d'ailleurs dans le livre, qui fait un travail sur le son, sur le goût, pardon. Ouais. Le goût, les odeurs, la mémoire. J'ai une passion pour Murakami. J'en ai tellement. Ouais, je comprends. Je viens de me mettre à votre place et je pourrais pas répondre non plus. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Ouais. Alors c'est vrai que la culture est un peu sinistrée. Du coup, on fait ça de chez nous. On se fait notre cuisine. Moi, donc j'aurais envie de vous parler, par exemple, d'un film que j'ai vu. Qui m'a énormément plu, donc je l'ai vu sur mon canapé malheureusement, de Christian Petzold, je crois qu'on dit, c'est un Allemand, ça s'appelle Ondine, c'est l'histoire un peu enchantée d'un amour, ensorcelée plutôt, d'une passion en fait, d'un amour énigmatique. C'est un film aquatique et hanté que j'ai trouvé magnifique avec une actrice qui s'appelle Paula Baer, qui est une sorte de Romy Schneider contemporaine. Ça m'a beaucoup impressionnée, j'ai beaucoup aimé. Je découvre aussi pas mal de photographes en me baladant. Alors parfois, physiquement, j'ai découvert une photographe japonaise qui s'appelle Miho Kajioka. J'ai répété avant. Ouais, félicitations parce que... qui fait des photographies qu'elle révèle dans du thé. C'est assez beau. Et je sais pas, c'est une gélatine au thé qui lui permet de révéler des sujets minimes. Je sais pas, un oiseau, une branche, ça a l'air chiant comme ça, mais c'est magnifique en fait. C'est très très beau. C'est des instants captés très gracieux, très fugaces. Ouais. Ça m'a amené à me balader et de découvrir un autre photographe japonais qui s'appelle Yamamoto Masao. Si j'ai répété. C'est très très fort ces sujets. C'est là aussi une photographie en noir et blanc, un peu sépia, avec un pouvoir d'évocation, justement, on en parlait, très très beau. Et puis un livre, celui de Patti Smith, par exemple, L'année du singe, où j'aime beaucoup chez elle cette espèce de chamane d'indienne mélancolique et tranquille. J'aime beaucoup son éloge de l'errance, en fait, même littéraire, en fait. Ça me rassure qu'on puisse ainsi écrire en se baladant d'un lieu à un autre. Un visage en appelle un autre, une émotion en appelle une autre. Et j'aime bien cette façon un peu marabout de ficelle comme ça, de cheminer dans la vie. Pour moi, c'est presque une profession de foi et j'aime énormément ça. C'est son dernier, du coup. C'est son dernier, ouais. Super. Merci beaucoup, Constance. Merci. Merci à vous, Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et puis évidemment à vous abonner au podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.